Bienvenue dans Speedcast, le podcast dédié aux plus belles histoires du sport auto. Je m'appelle Anna, je suis passionnée de sport automobile et j'ai décidé de vous raconter ma passion. Toutes les semaines, nous retracerons ensemble la carrière d'un pilote de légende ou le déroulé d'un événement marquant du sport automobile. Le silence. Pas celui qu'on trouve au fond d'une bibliothèque ou dans une église, c'est un silence un peu étrange, presque mécanique, un silence qui règne dans un petit bureau au cœur d'un complexe moderne perdu dans la campagne anglaise de Grove. À l'intérieur, tout est immaculé, ordonné, des trophées scintillants sur des étagères vitrées, des photos en noir et blanc tapissent les murs. On y voit des monoplaces légères comme des flèches, des hommes le poing levé, des visages fendus d'un sourire à la ligne d'arrivée. Un petit musée vivant à la gloire du passé, et puis, assis derrière la vitre, presque immobile, Frank Williams. Le regard fixé sur l'horizon, les traits creusés, le corps figé dans son fauteuil. Il ne reste plus grand-chose du jeune homme maigre au sourire carnassier qui courait jadis dans les stands. Ses mains sont crispées sur les accoudoirs, ses épaules rentrées, son cou raide. Son corps est brisé, prisonnier d'un accident vieux de plusieurs décennies, mais ses yeux, eux, n'ont rien perdu de leur intensité. Il bouge sans cesse, scrute le moindre détail, comme s'il pouvait encore suivre une voiture à 300 km/h dans un virage à l'aveugle. De temps en temps, son regard s'éclaire d'un éclat particulier, une lueur de satisfaction ou peut-être d'amertume, car dans cet esprit-là, tout tourne autour d'un seul carburant, la vitesse. Frank ferme à demi les yeux, il revoit tout, les débuts, les premiers ateliers, la sueur, la misère, les triomphes et les drames, les visages de ceux qui l'ont suivi, et souvent payés de leur vie ou de leur santé, pour que ces voitures soient les plus rapides du monde. Laissez-moi vous raconter l'histoire d'un homme qui a forgé un empire, Frank Williams. L'Angleterre sort tout juste de la Seconde Guerre mondiale, et c'est dans ce décor austère qu'en 1942, un petit garçon voit le jour à South Shield, près de Newcastle. Très vite, Frank est envoyé dans un pensionnat, pas un de ces collèges huppés, avec des blazers impeccables et des terrains de cricket verdoyants. Non, plutôt un de ces établissements froids, aux dortoirs bruyants, où les enfants apprennent la discipline à coups de règles en bois. Frank, lui, est un gamin vif, nerveux, au regard déjà trop sérieux. Pas le genre à se distinguer par ses talents académiques, il préfère courir pour battre un chrono imaginaire qu'il s'est fixé, courir pour échapper au monde peut-être. Il court comme s'il avait peur de perdre du temps. C'est à l'adolescence qu'il découvre ce qui va consumer toute sa vie, les voitures. Un jour, un de ses amis plus âgés arrive à l'école au volant d'une Jaguar, un capot long, des ailes bombées, le grondement rauque du 6 cylindres, c'est un choc esthétique, presque sensuel. Frank en reste muet, il s'approche, effleure la carrosserie encore tiède. À cet instant précis, il sait que tout ce qu'il cherche désormais, ça sera ça, la vitesse, l'élégance brute, le danger maîtrisé. Très vite, il se débrouille pour grimper dans tout ce qui roule, il se fait mécano du dimanche, bidouille de vieux moteurs, se couvre les mains de cambouis, apprend à reconnaître l'odeur d'un mélange trop riche ou d'une boîte sur le point de lâcher. Et pendant que les autres garçons rêvent de devenir avocat, architecte ou médecin, Frank n'a qu'un seul plan, vivre pour la course, quitte à tout sacrifier pour ça. Le rêve c'est bien beau, mais quand on n'a pas un sou, il faut surtout être prêt à tout pour que le rêve tienne debout. Dans les années 1960, Frank n'a pas encore d'écurie, pas même un vrai garage, il a juste un téléphone, une liste de contacts griffonnés dans un vieux carnet et une foi fanatique dans la course automobile. Il monte des petites affaires pour financer ses élans, vend des pièces d'occasion, des moteurs usés, parfois des voitures presque entières qu'il a récupérées on ne sait trop comment. Il se sert dans un petit atelier glacé en hiver, étouffant en été, où l'odeur de l'huile brûlée se mêle à celle du métal chauffé à blanc sous le chalumeau. Frank n'est pas un mécano de génie, mais il sait s'entourer. Lui, il a surtout le culot, la débrouille, le carnet d'adresses. Il passe des heures au téléphone à supplier, négocier, promettre des gains qu'il n'est même pas sûr d'encaisser. Il partage sa passion au sein de l'écurie de son ami Pierce Courage. Sa première vraie aventure personnelle s'appelle Frank Williams Racing Cars. Pas encore une équipe de Formule 1, juste un petit team privé qui exploite des monoplaces de F3 puis de F2
Il rachète des châssis usés à des prix dérisoires, les retape avec des pièces disparates. Souvent, pour régler une facture de pièces ou d'essence, il promet au fournisseur un autocollant sur la carrosserie. Williams, écrit en lettres simples, sans fioritures, mais déjà synonyme d'acharnement. Et puis il y a les circuits, Brands Hatch, Silverstone, Monza, des paddocks boueux, des caravanes brinque-ballantes, où Frank écume les allées avec ses feuilles de temps, ses bons de commande, ses mécanos à moitié épuisés de fatigue. Tout est sacrifié pour que la voiture prenne le départ le lendemain, quand il ne glisse pas sous une monoplace pour serrer une durite ou vérifier un cardan. Frank ne sourit pas. Il est déjà un patron tendu, concentré, obsédé par le moindre détail qui pourrait faire perdre un dixième au tour. Il vit dans un état d'alerte permanent, comme s'il jouait sa vie à chaque course, ce qui est financièrement et souvent d'ailleurs le cas. Mais il est dans son élément, dans cette guerre de tranchées de la course automobile, il s'épanouit, il se sent vivant. Le grand monde, enfin. En 1969, il se lance en Formule 1, achète un ancien châssis à Brabham, le confie à son ami et pilote, Courage. La petite structure privée de Frank Williams décroche 2 podiums à Monaco et à Watkins Glen, et se hisse à la 2e place du championnat des constructeurs cette année-là. Après une histoire dramatique avec la marque de Tommaso, une voiture très peu fiable qui coûtera la vie à son ami Piers Courage à Zandvoort, les années suivantes sont difficiles, mais Frank ne lâche rien. En 1973, il devient directeur sportif d'une petite écurie de Formule 1, financée par l'italien Iso Rivolta. Les monoplaces portent le nom d'Iso Marlboro, une livrée rouge et blanche, flambant neuve. Sur le papier, tout est parfait. Mais la réalité est souvent rugueuse, le budget maigre, le moteur Cosworth fatigué, le châssis, un vieux modèle de chez Williams Racing Cars modifié à la va-vite manque cruellement de développement. Les résultats sont modestes, mais Frank garde la tête haute, il croit à son projet, il veut s'imposer, prouver qu'un petit indépendant peut damer le pion géant. Puis arrive Walter Wolf, un richissime homme d'affaires austro-canadien, à la silhouette impeccable et au costume sur mesure. Wolf entre dans le capital de l'équipe à la fin 1975 et tout change brutalement. Frank se retrouve à la merci de ce patron au regard froid, qui parle plus d'image de marque et de rentabilité que de sensations au volant. Au début, Frank essaye de s'en accommoder, il espère que Wolf apportera l'argent nécessaire pour enfin développer une voiture compétitive. Mais très vite, il comprend qu'il n'est plus chez lui. Wolf impose ses décisions, engage ses propres hommes, fait venir des ingénieurs, des consultants qu'il ne supporte pas. Frank, qui avait l'habitude de gérer chaque boulon, se retrouve relégué au rôle de gestionnaire sans réel pouvoir. Un matin, au cœur de l'hiver 76, Frank est convoqué dans les bureaux luxueux de Wolf. Le verdict tombe. Wolf garde l'équipe, Frank, lui, est prié de partir. Il est viré de sa propre structure, de son propre rêve, devient un simple pion sur un échiquier financier. Frank sort du bureau, blême, le dossier sous le bras. C'est l'une des plus grandes humiliations de sa vie, mais c'est aussi le point de départ d'une conviction encore plus dure. Plus jamais, il ne laissera quelqu'un d'autre tenir le volant de son destin. À la fin des années 1970, avec les quelques maigres économies qui lui restent de l'aventure précédente, il décide de tout reconstruire à zéro. Cette fois, la Williams Engineering sera son propre royaume. Pas question d'avoir un patron ou un financier à sa botte. C'est là qu'il rencontre Patrick Head, un ingénieur brillant, discret, à l'esprit aussi aiguisé qu'une lame. Patrick, c'est le contraire de Frank, calme, posé, méthodique, mais tous les deux partagent la même obsession, construire une voiture qui gagne. Le duo fonctionne comme une horloge, Frank pousse à bout les fournisseurs, négocie les budgets au centime près, court les paddocks pour trouver des pilotes et des sponsors. Patrick, lui, conçoit, dessine, ajuste chaque détail technique. Il passe des nuits blanches à démonter les pièces, à tester les matériaux, à réinventer des solutions. Dans cet atelier, il y a plus de débris de moteur que de lumière. La première voiture qui sort de cet effort titanesque porte un nom simple, FW, pour Frank Williams. Elle est loin d'être parfaite, loin d'être rapide, mais c'est une déclaration de guerre. Il n'a pas le budget de McLaren ou Ferrari, mais il a l'ingéniosité et la volonté. Il sait que la course, ce n'est pas qu'une affaire de pilote et de moteur, c'est un combat de génie, de passionnés, souvent invisibles, qui tournent les clés dans l'ombre. C'est dans ce petit atelier, au milieu de la poussière et de la sueur, que le mythe Williams commence vraiment. Au début des années 1980, la F1 est un tournant.
Les ingénieurs cherchent désespérément à gagner quelques dixièmes sur la piste par tous les moyens. C'est dans cette quête que Frank Williams et Patrick Head font un pari audacieux, exploiter pleinement l'effet de sol. La FW07 est un ovni technique. Son dessous, sculpté, crée une aspiration colossale qui colle littéralement la voiture au bitume, comme une ventouse prêt à dévorer chaque virage. L'équilibre est délicat, la voiture capricieuse, mais une fois domptée, elle déchaîne une puissance phénoménale. Ce design audacieux bouleverse la hiérarchie. À Silverstone, à Monaco, les pilotes Williams écrasent la concurrence avec une maîtrise jamais vue. Alan Jones, le champion australien, devient le visage de cette réussite, portant la FW07 au sommet et offrant à Williams son premier titre mondial en 1980. En 82, c'est Keke Rosberg qui décroche le titre pilote pour l'écurie, qui sera elle aussi sacrée en 1981. Mais cette victoire, ce n'est pas seulement celle d'un pilote ou d'une voiture, c'est la victoire d'une petite équipe qui, grâce à l'ingéniosité et la ténacité, a réussi à défier les mastodontes de la F1. L'effet de sol s'impose alors comme une nouvelle ère. Ferrari, McLaren, Lotus, tous regardent désormais Williams avec un respect mêlé d'inquiétude. L'écurie anglaise n'est plus qu'un simple outsider, elle est devenue une force, une puissance technique, un signe d'audace. Pour Frank, c'est la récompense d'années de galères, de combats, de sacrifices, mais aussi le début d'un autre combat, celui de garder cette place pour ne jamais baisser la garde dans un sport où le succès peut être aussi fugace qu'une flamme dans la nuit. Les années 80 sont un tourbillon, un mélange d'euphorie, de drame, où la Williams F1 Team s'impose comme une force majeure, mais paie aussi un lourd tribut. La FW07 a ouvert la voie du succès, mais l'innovation ne s'arrête jamais. Les modèles se succèdent, 08, 09, 10. Chaque monoplace est une évolution, une technique pour repousser les limites. Patrick Head et son équipe repoussent la technique, tandis que Frank garde la vision, le cap, la flamme. Sur la piste, les pilotes marquent l'histoire. Alan Jones, Keke Rosberg, Nigel Mansell, Nelson Piquet. Des noms gravés dans le marbre, chacun apportant son style, sa rage et sa passion. Mais la gloire s'accompagne souvent d'épreuves personnelles terribles. En 1986, sur les routes difficiles du circuit du Castellet, Frank Williams et Peter Windsor, le directeur sportif de l'écurie, sont victimes d'un violent accident de la route. Une nuque brisée clouera Frank Williams quelque temps à l'hôpital cette année-là, et pour le reste de sa vie, dans un fauteuil roulant. Mais loin de s'effondrer, Frank fait preuve d'une résilience à toute épreuve. Depuis son fauteuil, il continue de diriger son équipe avec la même intensité, la même obsession du détail. Cette année-là, la reine Elisabeth II l'annoblira. L'équipe traverse aussi des pertes humaines, pilotes, mécaniciens, proches. Le sport automobile est impitoyable et la peur est une compagne constante. Pourtant, Frank fait front, renforçant son équipe autour de valeurs de solidarité et de combativité. Les années 80, c'est aussi l'époque des duels mémorables, des stratégies audacieuses, des innovations techniques qui bouleversent la discipline. C'est une époque où Williams n'est plus seulement une écurie, c'est une légende en marche. Les années 90 marquent une apogée pour Williams. Elle est la référence, le mastodonte de la Formule 1. Nigel Mansell incarne cette rage britannique. Avec son style agressif, son courage à toute épreuve, il porte la FW14B à la victoire en 92, décrochant un titre mondial arraché au forceps. Suspension active, boîte semi-automatique, aide électronique sophistiquée, c'est la Formule 1 à la pointe et Williams est en fer de lance. Prost, Hill, Villeneuve gagneront pour Williams des titres mondiaux. Durant cette période dorée, Frank Williams dirige toujours avec une passion inébranlable. Malgré la complexité grandissante des voitures et la pression financière, il reste le chef d'orchestre, le moteur invisible qui tire les ficelles. En 1994, alors au volant d'une Williams, Ayrton Senna trouve la mort sur le circuit d'Imola. Frank Williams et son équipe sont traduits devant la justice italienne pour homicide involontaire. Une modification réalisée dans l'urgence aurait causé la rupture de la colonne de direction ayant provoqué l'accident d'Ayrton Senna. Après plus de 10 ans de procédure, la justice prononce l'acquittement. L'équipe engrange les titres constructeurs en cascade et les pilotes Williams deviennent des figures légendaires. La technologie, la stratégie, l'audace sur la piste, tout converge vers un objectif, dominer.
Mais la pression est immense, les luttes internes, les rivalités, les enjeux financiers rendent les relations difficiles, le moindre faux pas peut coûter cher. Pour Frank Williams, c'est la confirmation d'une vie dédiée à la course, une exigence forcée dans la sueur, la douleur, mais aussi la victoire et la gloire. À la fin des années 90 et au début des années 2000, la Formule 1 évolue à une vitesse vertigineuse, les budgets explosent, les technologies se complexifient et la compétition devient un combat aussi financier que sportif. Frank Williams, désormais légende vivante, sent les premiers signes du changement. Il a dirigé son équipe avec passion et obstination pendant plus de 30 ans, mais le monde autour de lui ne ressemble plus à celui qu'il a connu. Les années passent, les victoires se font rares. Williams doit composer avec de nouveaux acteurs, des géants comme Ferrari et McLaren, qui écrasent la discipline par leurs moyens colossaux. Pourtant, Frank ne lâche rien. Il continue d'innover, de pousser ses équipes, de chercher ce déclic qui fera revenir le succès. Mais surtout, il commence à penser à la relève. Son équipe, son empire ne peuvent pas reposer sur une seule personne éternellement. Il faut transmettre et préparer l'avenir. Dans l'ombre, de nouvelles figures émergent. Ses filles, notamment Claire, prennent peu à peu les rênes, incarnant cette volonté de perpétuer l'héritage familial. Frank, fidèle à lui-même, reste le conseiller exigeant, le mentor sévère, mais toujours passionné. C'est un moment d'introspection, un passage de témoin délicat, où se mêlent fierté, nostalgie, mais avec un espoir tenace. Frank Williams, le fondateur, l'homme de l'ombre, laisse peu à peu la place à une nouvelle génération. Parce qu'il n'était pas seulement qu'un patron d'écurie, il était l'incarnation même de la passion, du courage et de la résilience. Dans un sport souvent cruel, un homme qui a su transformer des garages poussiéreux en palais de la vitesse et qui, malgré les épreuves, son accident, les défaites et les trahisons, a toujours gardé la tête haute et le cœur battant. Son nom est gravé à jamais dans le panthéon de la Formule 1, aux côtés des plus grands pilotes et ingénieurs. Mais au-delà des trophées, c'est son esprit d'indépendance et de combat qui marque les esprits. Il a prouvé que la passion pouvait rivaliser avec l'argent, que la ténacité pouvait renverser des montagnes. Frank Williams a aussi laissé un héritage humain. Il a été un mentor pour des générations de pilotes, d'ingénieurs et de mécaniciens. Il a incarné une famille où la loyauté et la détermination étaient des valeurs sacrées. Et le 28 novembre 2021, à l'âge de 79 ans, Frank Williams s'est éteint tout doucement à l'hôpital. Aujourd'hui, même si sa fille ne dirige plus l'équipe rachetée par le fonds d'investissement américain Darlington Capital, l'écurie Williams continue de courir, portant fièrement les couleurs qu'il a bâties avec ses mains et son âme. Sa légende vit dans chaque virage, chaque accélération, chaque victoire. James Wolfe continue d'entretenir cet héritage familial en dirigeant le duo Albon-Sainz dans une voiture qui commence à renouer avec les points après quelques années difficiles en fond de grille. Frank Williams, c'était une leçon de vie, un exemple de ce que l'on peut accomplir avec du rêve, du travail et une volonté d'acier. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode de Speedcast consacré à Frank Williams, une légende de la Formule 1. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager, à le noter et à le commenter. Et nous on se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Speedcast.